tout est agir. Je pense qu'on agit tous sur la matière et sur le monde en permanence. Agir, c'est aimer. Être soi, c'est agir. C'est pour ça qu'il faut jamais faire de concessions sur ce qu'on est. Jamais, 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 jamais. Agir, c'est mettre en œuvre une réflexion qui répond à un besoin sociétal. Faut y aller, on s'en fout, on casse tout, on y va, on rêve grand. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Caro au micro d'Elles agissent pour un numéro hors série. Nicolas est journaliste, chroniqueur et auteur. Il nous raconte comment il est arrivé à la littérature et comment il anime depuis plusieurs années maintenant La Voix et Livre sur Europe 1. Dans cet épisode, on va parler de son parcours, de sa motivation aussi pour rester et durer. Ça fait 20 ans qu'il est journaliste et 18 ans qu'il y travaille sur Europe 1. Et donc, ensemble, on aborde comment il a réussi à se démarquer, à travailler encore plus pour déjà gagner sa place et surtout la garder ensuite. On parle aussi avec Nicolas dans cet épisode de son chemin vers l'écriture, sa propre écriture, la publication de son premier roman et l'écriture du deuxième. Comment c'est pas si évident que ça pour lui. Qu'est-ce qu'il a dû dépasser comme crainte, comme peur, comme tout le monde en fait finalement. On parle aussi évidemment de l'action. Qu'est-ce que agir pour lui? Comment il perçoit l'action au quotidien? Il nous donne aussi des petits conseils qui s'appliquent avant de prendre l'antenne. Et on est aussi dans l'idée de l'action au féminin. Quelles sont les femmes de action qui l'entourent? Pourquoi elles sont inspirantes? Voilà, je vous laisse donc en compagnie de Nicolas pour cet épisode hors série. Bonjour Nicolas. Bonjour Émilie. Merci d'avoir accepté mon invitation dans Elles agissent, mais Elles agissent accueille aussi des hommes. Je suis très flatté. Nicolas, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter de la manière dont tu souhaites, personnellement, professionnellement? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire? Qui es-tu? Intéressant de me demander ça comme ça. Eh ben, moi, je m'appelle Nicolas Caro. Et effectivement, si tu me poses la question, je commence tout de suite par mon travail. Ce qui est assez intéressant parce que j'ai commencé à prendre l'habitude, quand je vais dans une soirée d'anniversaire ou de trucs comme ça, les soirées d'appartement où on rencontre des gens qu'on ne connaît pas, d'éviter de demander aux gens ce qu'ils font dans la vie comme travail. Et en fait, je m'aperçois que c'est très très compliqué de parler d'autre chose. Oui. Il y a toujours un moment où ça arrive. Et quand ça n'arrive pas, ça veut dire qu'il se passe quelque chose d'autre. Ouais. En général, quelqu'un qui peut être un ami ou avec qui on peut établir une relation qui ira sans doute plus loin, c'est quelqu'un avec qui on n'a pas besoin de parler de travail. Je pense, mais j'en sais rien, mais c'est intéressant aussi le travail. Parfois aussi, on se définit aussi le par travail ça, a l'air vraiment chiant et en fait, quand on en parle, ça devient très intéressant si la personne qui le fait est passionnée par ce qu'elle fait et peu importe le travail. Alors évidemment, il y a des boulots plus marrants à raconter à l'apéro que d'autres, quoi. Mais c'est vrai que si on essaye de le faire le mieux possible, ça c'est mon grand truc. Alors, je viens quand même à mon travail, je tourne autour, mais c'est vrai que on m'avait conseillé à un ami québécois de mes parents, quand je faisais mes études, j'hésitais entre deux trucs. Et il m'a dit, en fait, choisis, peu importe, dans l'un comme dans l'autre, faudra juste que tu décides de faire de ton mieux, d'être au maximum dans l'un ou dans l'autre. Ouais, tout à fait. Et en fait, je pense qu'il avait raison. Et alors donc, j'ai choisi journaliste. Oui. Et je me suis accroché et maintenant ça fait presque 20 ans que je suis journaliste depuis 2006 et je suis journaliste littéraire pour la radio Europe 1. J'ai travaillé aussi aux Inrecuptibles, à Marianne, la chaîne Histoire, LCI, voilà. Mais maintenant je fais plus que les romans. À Europe 1, j'ai une émission littéraire le dimanche de 19h à 20h, un podcast aussi qui s'appelle La Voix et Livre, Voix VOX et Livre, double jeu de mots, et puis j'ai une chronique le matin où je parle d'un roman chaque jour, donc je passe mes journées à lire. Et voilà, et à écrire aussi parce que je publie des... Et oui, tu es aussi auteur. Ouais. Et journaliste littéraire, la littérature, ça a toujours été une évidence ou c'est venu dans un deuxième temps? Non, c'est venu dans un deuxième temps. Je voulais être journaliste politique, mais je lisais. Mon père était libraire et ma mère lisait beaucoup, même si elle n'avait rien à voir avec ça professionnellement. Mais il y avait toujours des bouquins chez moi et j'étais entouré de livres, même si je lisais pas beaucoup quand j'étais gamin.
Mais ça m'intimidait pas, en fait, parce qu'ils étaient là, ça faisait partie de mon quotidien. Et quand je me suis mis vraiment... Alors, je lisais un peu, hein, je lisais comme ça, mais j'étais pas comme les gamins là, qui s'enferment avec une pile de livres et qui lisent tout le temps. Moi, j'étais pas du tout dans ce genre-là. Tu l'es devenu ? Non. Je le suis... Non, je le suis devenu, mais à 18-20 ans, quoi. Ouais. En fait, je le suis devenu avec mes études d'histoire, où j'étais forcé de lire beaucoup, et ça me plaisait, hein, mais des bouquins d'histoire. Hein. Et puis, en fait, cette habitude de lecture, je l'ai transposée au roman. J'ai aussi un cousin qui est romancier, donc c'était marrant de lire son cousin comme ça. Et puis après, oui, j'ai vraiment beaucoup lu. Mais je voulais être journaliste politique, parce que après j'ai fait de la science politique, philosophie politique. Et quand je suis arrivé dans les médias pour faire du journalisme politique, je me suis dit, ah non, moi je voyais pas ça comme ça. En fait, je pensais plutôt parler des philosophes politiques. Et c'est pas du tout ce qu'on demande à un journaliste politique, évidemment. Et la vie politique, comme ça, du quotidien, ça me passionne pas, en fait. Ouais. Et donc je me suis réorienté un peu culture. Et j'ai travaillé dans des émissions culturelles. Et puis, parallèlement, je proposais des chroniques de livres. Et puis j'en ai eu une, et puis 2, et puis 3. Puis après, j'ai une émission. Puis après, j'avais trop de trucs à faire pour faire autre chose que de parler des livres. Parce qu'en fait, les livres, c'est chouette d'en parler, mais c'est du temps. C'est quand même assez chronophage, quoi. Bien sûr, il faut les lire. C'est 5-6 heures en moyenne, voilà. Quand on fait que ça. Ouais. Donc, c'est chouette, hein, mais c'est du temps. Bien sûr. Et là, tu disais donc 20 ans que tu es journaliste. Et sur Europe 1, depuis combien de temps ? Depuis 20 ans. Depuis 20 ans, c'est ça. Enfin, non, depuis 2006, donc 18 ans. Et c'est rare aussi, ça, de rester aussi longtemps dans une Mais moi, même je suis radio. un peu comme ça, je suis du genre qui s'accroche. Pourtant, j'ai rien contre le changement, vraiment pas, mais je suis pas... Je sais pas d'où ça me vient, mais je suis pas le gars... qui a une idée comme ça, une lubie, puis qui tout pour la faire. Je peux avoir des lubies, mais j'essaye de les surajouter. Donc ça peut créer d'autres problèmes de suremploi du temps, mais j'aime pas lâcher un truc. Ou alors si je lâche un truc, c'est que vraiment il me faut une liane aussi solide à laquelle m'accrocher derrière, quoi. Si là en plus, il se trouve qu'à la radio, et dans mon métier en général, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Je pense vraiment que c'est une question de chance, au-delà du travail et tout nécessaire, mais qui n'est pas suffisant. Travail, talent, etc., c'est bien, mais il faut avoir des rencontres, des coups de chance, en fait, quoi, des hasards. Comme ça, ouais. Et ça, on ne peut pas le gérer, c'est comme ça. Et j'ai eu de la chance jusqu'à maintenant. Et c'est toujours, j'ai toujours augmenté d'un niveau de satisfaction le travail que je faisais, de satisfaction personnelle. C'est-à-dire qu'au début, je faisais des trucs qui ne me plaisaient pas vraiment. À la télé, à la radio, dans la presse écrite, je faisais des trucs, des bases œuvres qu'on offre à ceux qui arrivent, quoi. Et il y a ceux qui s'accrochent, qui se disent je vais le faire, et puis qui le font avec enthousiasme, qui essayent de faire du mieux qu'ils peuvent, sans se trahir non plus. Mais c'est vrai que je me rappelle que quand j'ai commencé, quand même, j'ai eu un moment où je faisais des journées où je faisais un média de 8h à 14h, puis je courais avec un sandwich, je passais devant un café qui était à côté de la radio. Il y a le type qui me connaissait, qui m'aimait bien, qui me tendait mon sandwich jambon beurre qu'il avait préparé, et je courais dans le métro pour rejoindre à 14h30 ailleurs dans une télé pour être assistant d'un truc jusqu'à 23h. Donc je faisais 8h, 23h. Mais j'étais content, quoi. Enfin, j'avais pas d'enfant à l'époque. Quand on est libre comme ça et qu'on fait un truc qui te plaît, et puis un truc inespéré, parce que les places sont chères, donc on se dit c'est bien. Je sais pas, j'avais pas ce côté sacrificiel, quoi. J'y allais avec plaisir, mais au bout d'un moment, en fait, plaisir ou pas plaisir, c'est quand même trop fatigant, faut faire des choix aussi. Et puis j'y allais avec plaisir, mais c'était pas des tâches très très chouettes à faire, c'était pénible, c'était des trucs pas très pour intéressants, un temps, mais qui permettent d'apprendre, de se faire la main, de quitter son trac éventuellement si on en a. Moi, je suis très traqueux au départ, et d'y aller doucement, quoi. Mais quand même, je me suis aperçu qu'il y a des moments où il fallait quand même passer la seconde, sinon c'était pas la peine. Mais en plus, dans ce métier, ça a été très intéressant à observer. Il y a beaucoup de profils différents, mais il y a beaucoup de profils comme on est à Paris, c'est les médias, et il y a un profil un peu de jeunesse dorée qui était là au début avec moi. Des gars qui étaient là parce qu'ils connaissaient trucs et machin, et ils avaient envie de faire ça. Mais à la première difficulté, hop, ils s'en allaient parce que ils avaient les moyens de s'en aller, aussi ils n'avaient pas besoin de travailler particulièrement. Ou ils se rendaient pas compte de ce que c'était vraiment, et puis voilà, quoi. Moi, j'étais provincial, je connaissais personne dans le milieu,
Et donc j'avais besoin de travailler pour gagner de l'argent. Et de même t'accrocher, si je en gagnais fait. très peu à l'époque. Et de m'accrocher en fait, quoi. J'avais pas le choix, quoi, aussi. Mm. Donc c'est pas que c'est une chance, faut pas inverser le truc non plus. Mais je trouve ça finalement, ça oblige un peu, quoi. C'est pas si mal en fait d'être dans cette position-là. Ouais, Parce ouais. qu'on est obligé de s'accrocher, puis on laisse passer 2-3 mois où vraiment c'est pénible, où il y a un type pénible qui est dans la rédac, et qui est voilà, un red chef qui est chiant ou quoi. Mais on s'accroche et on reste, et voilà. Et après ça change, et après on découvre autre chose. Et après en s'accrochant, peut-être on atteindra son objectif. Oui, puis maintenant, tu es bien installé dans ton émission. Et ton émission, justement, La Voix et Livre, qu'est-ce que tu apportes avec cette émission ? Autour de la littérature, autour des rencontres que tu fais aussi ? La Voix et Livre, c'est une émission qui parle quasiment que de romans. Donc j'ai une première partie d'une demi-heure où je reçois un écrivain ou une écrivaine. Deuxième partie d'une demi-heure aussi, il y a un quart d'heure où je pars visiter une bibliothèque chez quelqu'un, chez une vedette en général, et je vais chez eux avec les micros, puis on fouille ensemble. Ah, tiens, ce livre-là, pourquoi il est tout abîmé ? Tiens, celui-là, pourquoi il est tout neuf, etc. Puis il y a un dernier quart d'heure avec des chroniqueurs qui parlent bande dessinée, littérature jeunesse, et il y a un libraire aussi qui vient parler de romans. Et en fait, cette émission, elle a vraiment pas d'autre but que de parler de littérature et de bouquins, quoi. C'est vraiment, je n'ai pas de message, je n'ai pas de mission que je me suis confié à moi-même comme ça, ou quand les gens qui me disent c'est bien, il faut soutenir la littérature pour donner envie, c'est une conséquence. Et oui, j'en j'allais suis dire, heureux, c'est peut-être mais les conséquences sans te... voilà, et j'espère, mais c'est pas du tout, c'est pas mon but. Je suis pas en mission, je suis pas du tout là pour ça. Moi, je trouve ça très bien qu'il y ait plein d'actions faites pour les livres, mais moi, j'aime pas trop défendre la littérature comme quelqu'un de malade de qui il faudrait s'occuper parce que ça va pas bien, puis il faut l'aider et tout. Puis attention, ce livre-là va pas faire mal, il est pas trop dangereux. Ah, ça va vous plaire, ça peut plaire à tout le monde. Non, moi je m'en fous. T'y vas, quoi. Je parle des livres qui me plaisent, et il y a des livres importants pour moi qui peuvent changer des vies éventuellement, qui peuvent être hilarants, qui peuvent faire juste passer un bon moment, c'est déjà beaucoup. Et c'est juste, moi je suis juste là pour dire, les gars, ça existe. En fait, moi j'ai toujours l'impression quand j'ouvre les micros que je prends l'apéro avec des copains. Et donc j'essaye d'en parler comme ça, des livres. C'est-à-dire, Émilie, je t'ai parlé de ce livre, toi qu'à me lire, tiens, ça va sans doute te plaire. Et puis toi, derrière, tu réponds, tiens, ça me fait penser à tel livre. Et puis moi, ça, ok. Et puis on se fait chacun notre collègue, quoi. Oui, on le sent dans le ton aussi que tu donnes à ton émission, quoi. C'est ça, c'est... Ouais, c'est de la curiosité, littéraire, et voilà ce que j'ai lu. Ouais. À quel moment l'envie d'écrire ton propre livre est arrivée dans tout ça ? Exactement à 20 ans. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à lire beaucoup, comme je disais tout à l'heure, j'avais déjà pensé à écrire, mais sans en avoir la possibilité, en fait. Parce que une fois, je me rappelle, j'avais un cahier, j'avais 10-12 ans, et j'avais commencé à vouloir écrire un roman. Et je savais pas quoi faire, j'avais pas d'idée, donc j'avais essayé d'écrire le roman de Retour vers le futur. C'est-à-dire que je voulais écrire le roman qui raconte Retour vers le futur, le film. D'accord. J'ai dû écrire 5 lignes, je pense. Je me suis dit, oh là là, c'est trop dur ça. Et puis, en fait, à 20 ans, donc je lisais beaucoup, et j'ai une phrase qui me tournait dans la tête. Ce matin, Harold considérait sa tignasse avec anxiété. Phrase complètement banale. Mais qui t'est venue comme ça ? Comme ça, je sais pas pourquoi. Okay. Et elle tournait dans la tête. Et puis à un moment, je me suis mis devant un ordinateur. Donc c'était en 2002. Donc c'était un ordinateur avec un écran hyper profond, vous voyez. Et puis une unité centrale hyper grosse et tout. Et je l'ai allumé. Et j'ai allumé le traitement de texte. Et j'ai écrit cette phrase. Et j'ai continué derrière, sans savoir où j'allais, mais j'en ai fait une nouvelle. Et puis après, je me suis jamais arrêté d'écrire de la fiction. Mais j'ai jamais fait lire non plus ma fiction. C'était pour toi ? Ouais, puis je trouvais que c'était pas assez bien, que je n'étais pas satisfait, ça allait pas, donc je changeais beaucoup de sujets. J'ai écrit beaucoup de débuts de romans. Il y en a même que j'ai écrit en entier, mais que j'ai jamais proposé. Mais en revanche, j'ai commencé à publier des essais parce que j'étais journaliste et qu'on m'a approché pour parler de thèmes de journaliste ou d'histoire. Et donc j'ai publié mon premier livre en 2004.
2014 sur L'homme au masque de fer. Et puis après, j'ai publié encore 3 autres livres, mais qui étaient des essais, donc pas de la fiction. Mais ça, c'était mon travail de journaliste. J'avais pas de problème à montrer ce que je savais faire. Oui, tu sortais pas trop de ta zone, Voilà. quelque part. Et puis j'ai mon éditrice de chez Jean-Claude Lattès qui est venue me chercher pour que je lui donne un roman. Et donc je lui ai dit ok, on s'est donné une date. Et puis à la date en question, elle m'a appelé, elle m'a dit alors. Et j'ai dit non, j'ai changé de sujet. Elle m'a un peu engueulé et elle m'a dit il faut que tu le fasses avant tes 40 ans, sinon tu le feras jamais. Tu le feras à 80 ans, puis tu seras content, tu auras ton petit roman, mais tu n'auras pas d'œuvre. Parce que ce premier roman te permettra ensuite de faire un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Peu importe, en fait, il faut y aller maintenant, là, c'est tout. S'il faut enclencher. Et avec la publication, on n'enclenche pas juste en écrivant. Et puis j'ai eu un deuxième conseil d'un ami qui s'appelle Miguel Bonnefoy, qui est écrivain, qui m'a dit, mon ami, il faut oser publier un mauvais roman. Et alors, il ne s'agit pas d'écrire un mauvais roman, bien sûr, mais de se dire, c'est pas grave s'il n'est pas parfait. C'est pas grave si c'est pas ce que je voulais, mais comme disait mon éditrice, il faut absolument... Il faut y aller, quoi. Elle m'a dit avant tes 40 ans, et je l'ai publié à 39 ans et 11 mois. Et 3 semaines plus tard, j'avais 40 ans. Mais qu'est-ce qui te bloquait ? C'était la peur du jugement, de ton travail, Non. toi personnel, de... C'était moi. C'était toi. Moi, je me disais, non, ça ne mérite pas de prendre une place de plus dans les librairies. J'en ai vu beaucoup, des livres qui n'ont pas de raison d'être, qui sont en trop, en fait, qui sont mal écrits, qui ne sont pas édités, Et tant mieux s'ils ont été publiés pour les auteurs, mais en fait, parfois, c'est vrai que on se dit, non, il ne faut pas, quoi. C'est prendre une place de trop. Il y a trop de livres, en fait. Mais pourquoi toi, tu aurais fait quelque chose de mauvais ? Parce que je trouvais que c'était pas abouti, que ça sonnait pas assez comme je voulais, etc. Et effectivement, mon premier roman, il est pas parfait, hein, mais en fait, j'en suis content. Et puis, j'en vois les défauts, il y a pas de problème, mais j'enclenche. Là, du coup, je vais faire mon deuxième roman, et je sais que je peux m'appuyer dessus. Et j'ai compris l'idée de mon éditrice, en fait, de bâtir sa maison, quoi. Et ça commence par une première brique. Faut la poser. Pose là où tu veux sur le terrain, mais pose-la. Parce que sinon, après, tu vas construire ton tu chemin. dors dehors toute ta vie avec, sans avoir jamais posé tes briques. Et garder ce rêve, parce que c'est quand même quelque chose que tu avais envie. Ah oui. Bah oui, mais alors il y a peut-être ça aussi, c'est une fois qu'on réalise un rêve, on a pu en faire, quoi. Donc le rêve, c'est plutôt l'œuvre que d'avoir publié un roman. Voilà. Donc, c'est en cours. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Sur le deuxième ? Ouais. Certainement pas. Je te dirai quand on aura éteint les micros, si tu veux. Non, j'ai une superstition. J'ai un peu de pensée magique, moi, dans l'action, puisque on parle d'action chez toi. J'ai ce côté-là de pensée magique que j'ai. Alors, je m'en suis un peu séparé, parce que parfois, ça peut paralyser, de se dire si le feu passe au vert au bout de tant de temps, ça veut dire que ça se passera bien, des choses comme ça. Je pense qu'il ne faut pas aller jusque-là, mais c'est bien, je trouve, parfois de se motiver avec de la pensée magique ou un mantra ou de la méthode Coué, des choses comme ça. Moi, je crois beaucoup à ça. J'ai des mantras quand je vais au micro, je peux vous les donner. C'est anticipe, fais-en trop, ne t'excuse pas d'être là. Alors, anticipe, c'est parce que quand je lis un papier ou une chronique, il faut que j'anticipe, il faut que je lise le mot d'après pendant que je suis en train de lire, pour qu'il y ait pas pour pas que ça accroche. Si on découvre le mot en même temps qu'on lit, il y a plus d'accroche. Et donc c'est une mécanique il faut s'entraîner un petit peu, mais c'est très faisable. On lit en fait ce qui vient après. C'est ce qu'on nous dit au solfège aussi. Il faut lire les notes d'après pour que ça coule, en fait, que c'est très fluide. C'est une technique, quoi. C'est une petite technique, mais c'est pas si compliqué. Hein. Et puis vas-y à fond, c'est parce que j'ai tendance parfois à me faire trop discret. Et donc j'essaie d'y aller plus fort, et le micro de toute façon tasse un peu l'effet. Donc si j'y vais plus fort, ça va faire un truc normal. Et ne t'excuse pas d'être là, ça c'est mon grand truc. C'est un Red Chef qui m'avait dit ça quand j'étais à LCI, qui m'apprenait à poser ma voix sur un micro. Laurent, il s'appelle, et il m'a dit ne t'excuse pas d'être là, parce que on enregistrait dans un open space. Donc quand on parle dans un micro, il faut parler fort et clair. Faut pas
Faut pas bredouiller, faut pas être là comme ça. Faut pas parler rester tout dans ta doucement, moustache. Faut pas être dans sa moustache comme ça, grommeler et tout. Il faut parler fort et clair pour que ce soit, pour que tout le monde entende. Sinon, ça sert à rien. C'est un micro, c'est fait pour amplifier, donc il faut y aller. Et c'était un open space où on enregistrait chacun son tour. C'est-à-dire qu'on écrivait nos textes, on faisait défiler les images et on posait notre voix dessus, comme dans les JT les sujets du JT, quoi. Oui. Et puis, mais sauf que quand on n'y connaît rien et qu'on commence et tout. Quand c'est à nous de le faire, on dit à tout le monde attention, je vais enregistrer. Et il faut parler fort et clair avec une quinzaine de personnes dans la même pièce. Oui, c'est pas rien, c'est pas simple. Hein. Ouais. Et donc je le faisais un peu pour pas trop qu'on m'entende non plus, quoi. Et c'est lui qui est un type assez cash comme ça qui m'a dit mais non, arrête de t'excuser d'être là. Et en fait ces mots-là, c'est fou. Juste cette phrase-là, elle m'est restée. Et à chaque fois que j'ai pris un micro ensuite, je me suis dit ne t'excuse pas d'être là. Et je trouve que ça marche hyper bien. Bah oui, c'est un super mantra, en fait, c'est vrai que... Et en plus, toi, t'as un peu ce truc de l'action. Allez, maintenant, c'est bon, tu dois y être. Exactement. Et donc, t'as tes petits trucs pour... Et dans la même veine, pleinement. une fois... parce que parfois, quand je prenais le micro aussi, j'essayais d'être trop parfait. De faire un truc hyper intelligent, hyper documenté, qui ait aucune erreur et tout. Et en fait, c'est pas possible. Quand on est en direct en particulier. Et un jour, sur un de mes livres, j'avais une conférence à faire, j'avais 1 heure, et je dis à l'organisatrice, c'est qui le ou la journaliste qui m'interroge Elle me dit, ah non, il y en a pas, mais du coup, tu peux le faire toi-même, tu as 1 heure, vas-y. Hein. Il y avait, je sais pas, 200 personnes, je me dis, bon... Et en fait, là, j'ai sauté sur mon livre parce que je me rappelais plus de telle date, je me rappelais plus de tel nom. Et je me disais, attends, comment il s'appelait déjà celui-là ? Juste avant de rentrer sur scène, tu vois. Et il me restait 40 secondes, quoi. Et en fait, je trouvais plus le nom du mec, je cherchais et tout. Et à un moment, je ferme le livre et je me dis, allez, on s'en fout. Si j'ai dit 1868 et que c'était 1865, eh ben, c'est pas grave. Et s'il y a quelqu'un qui vient me dire à la fin, c'est pas la bonne ça n'arrive jamais. C'est pas la bonne date. Parce que ça n'arrive pas, parce que c'est moi le spécialiste en plus. Mais si jamais il y a un autre spécialiste dans la salle qui vient me dire c'était pas 65, c'était 68, je dirais ah bah oui, effectivement, je me suis trompé. Et c'est pas grave. Et donc ça m'a libéré. Alors il s'agit pas de se dire je veux dire des conneries, c'est pas grave. Faut être affûté, il faut travailler. Non, mais quand on est tout. trop. Mais quand on y va, il faut arrêter de se dire dans cette. Parce que sinon, pendant qu'on parle, le cerveau, il y a un type dans le cerveau qui dit. Je suis pas sûr là de ce que tu viens de dire là. Il y a 2 phrases là. Tu te rappelles, t'as dit un truc là. Je suis pas sûr. Pendant toi, t'es en train de parler, d'essayer d'avancer. C'est nul. Il faut se libérer de ça et se dire, tant pis. Et maintenant, ça y est. Tu t'es libéré. Ah oui, ça fait des années que je fais ça. Alors, il se trouve que je pense que je fais pas trop, heureusement, d'erreurs non plus, mais ça m'est arrivé après l'émission de me dire, cette émotion d'erreur. Je crois que je me suis trompé là. C'était pas grave, mais c'était à 2-3 ans près, ou c'était pas de ce nom-là, ça ressemblait, mais c'était autre chose. Et tant pis. Oui. Autour de l'action, est-ce que tu as un livre, tiens, déjà spontanément, qui te vient en tête, qui peut donner envie d'agir, qui toi, peut-être, t'a donné aussi envie d'agir, qui peut être marquant ? Je serais tenté de dire tous les romans que j'aime, parce que j'aime les romans où il se passe des choses. Mais un qui est très important dans l'action, je pense que c'est facile, mais c'est Les 3 Mousquetaires, avec en particulier D'Artagnan, qui est vraiment l'archétype du héros qui avance, quoi, qui y va tout le temps, et qui provoque l'action, au sens littéral. Quand D'Artagnan arrive à Paris, il est tout jeune, et il se fâche avec 3 hommes en arrivant qui le provoquent en duel. Ces 3 hommes, c'est Athos, Porthos et Aramis. Et voilà, le roman est parti parce qu'il est dans l'action, parce qu'il les a bousculés, parce qu'il allait trop vite, parce qu'il allait à son but, parce qu'il n'a pas fait attention comme ça. Donc il bouscule Athos parce qu'il va trop vite. Ensuite c'est Porthos, ensuite c'est Aramis, mais parce que justement il est tout le temps dans l'action. Et moi je suis très porté par ces héros de l'action. Il y a un autre héros que j'adore qui s'appelle Hornblower, qui est un capitaine de navire au 19e siècle, comme ça, qui est un type qui est donc c'est pendant les guerres napoléoniennes. Lui, il est britannique. À 17 ans, il s'engage dans la marine, mais il a le mal de mer. Pas pratique. Et puis en fait, il a le mal de mer, il aime pas ça. La marine à cette époque-là, c'est juste l'enfer sur mer, et il y arrive quand même parce qu'il est intelligent, il a une intelligence mathématique, mais il est surtout courageux. Mais courageux, pas téméraire, pas courageux, le type de super-héros et tout. Lui, il est plutôt un gringalet et tout ça, mais c'est un vrai courageux, c'est-à-dire qu'il est courageux quand il a peur. C'est-à-dire qu'une fois qu'il est dans l'action et qu'il est mort de trouille,
il choisit entre le flight or fight, là, quand on a donc la théorie sur laquelle quand le stress primaire nous fait soit nous pétrifie, soit nous donne nous fait envie de nous battre. Donc Mhm. flight, s'envoler, fuir, et fight, combattre. Bah lui, il a son cerveau qui lui dit fight. Et donc il y va, dans ces moments-là, dans les pires moments pour lui. Les moments qu'il déteste, c'est là qu'il se révèle. Et alors, c'est facile à dire. C'est pas du tout parce que lui ça marche que ça peut marcher pour n'importe quelle personne. Non, mais c'est inspirant en tout cas mais sur l'idée c'est inspirant de se dire que ferait, en fait c'est ça l'idée exactement, c'est que ferait Hornblower à ma place, ou que ferait D'Artagnan, ou que ferait Edmond Dantès à ma place. Et ça m'a souvent servi. Et d'ailleurs Hornblower par exemple, je sais que pendant la guerre de Corée, il y a une escadre britannique américaine qui était bloquée, et l'amiral a appelé ses généraux, quoi, enfin les officiers, et ils sont mis autour de la table et il a commencé en disant: messieurs, que ferait Horatio Hornblower à notre place? Pas mal. C'est pas mal, ouais. Et agir pour toi, ça veut dire quoi? Est-ce que tu aurais une définition à nous donner? C'est vrai que c'est compliqué comme question, c'est fondamental, parce que évidemment agir c'est faire, bon d'accord, mais une fois qu'on a dit ça, est-ce que agir c'est faire n'importe quoi pour agir à tout prix? Parce qu'il y a quand même ce truc très tendance de l'époque de se dire faut agir. Oui, t'es la première concernée, tu le sais bien. Oui, mais il faut pas agir n'importe comment, faut pas faire n'importe quoi non plus. Moi je suis assez contre l'idée faut réaliser ses rêves à tout prix et n'importe quand et tout. Non, parfois c'est trop tard, je suis désolé, ou on n'en a pas les capacités, mais surtout c'est pas grave. C'est pas grave, on peut faire autre chose. Mais quelqu'un qui veut être cosmonaute à 65 ans, non, ça n'arrivera pas. Oui, mais c'est mon rêve. Oui, mais non, tu n'y arriveras pas parce que c'est pas possible. Physiquement, c'est le réel. En fait, agir, c'est aussi, je pense, se confronter au réel et le prendre en compte, avoir le respect du réel et de se dire, je peux pas, c'est pas grave. C'était un beau rêve, mais il y a d'autres choses à faire dans la vie que d'être cosmonaute, surtout à 65 ans. Alors peut-être sur un malentendu, il y en aura un qui y arrivera, bon. Mais c'est ça aussi l'idée, c'est que on essaye de mettre dans la tête des gens que tout le monde peut être chanteuse ou tout le monde peut être acteur à Hollywood. Non. C'est hyper dur. Il y en a 0,2%. Et les gens qui disent oui, mais si vous y croyez vraiment, vous y arriverez. Non, il y a des hasards. C'est pas de la faute des gens. C'est pas par manque de talent. C'est pas par manque de travail. Parfois c'est ça. Hein. Mais il y a aussi ce truc de il y a le réel, encore une fois, qui fait que il y a 3 places pour être acteur à Hollywood et vous êtes 557 862 à vouloir cette place. Il n'y a qu'une place, quoi. Et donc, si on dit aux 500 000 personnes, si vous y croyez vraiment, vous y arriverez, on leur ment, tout simplement. Quand je dis on, c'est personne, hein, parce que heureusement, il n'y a pas d'instance qui décide de ça. Mais faisons attention à ça. Et ça n'empêche pas d'agir. Ça n'empêche pas de partir aux États-Unis pour essayer. C'est ce qu'a fait, comment il s'appelle, Jonathan Cohen. Je l'écoutais l'autre fois. Il disait qu'il est parti aux États-Unis avec un copain au début de sa carrière pour conquérir Hollywood. Il a raté pour Hollywood, mais il est rentré en France après. Ça a encore duré quelques années, mais il a fini par trouver en France une place d'acteur et je pense qu'il est très content comme ça. Et puis alors lui, c'est génial aussi, c'est un beau rêve même d'être acteur en France, évidemment. Mais même si on ne devient pas ce qu'on avait rêvé d'être, l'action, effectivement, nous permet de peut-être de tomber sur autre chose, mais sans se faire une sorte d'absolue nécessité de réaliser ce rêve-là. Sinon, ça fait des générations de dépressifs, après être frustrés, qui n'arrivent pas à accomplir leurs rêves. C'est pas forcément de leur faute. Et après, ils vont se dire, je suis nul, ma vie ne sert à rien, donc, puisque mon rêve, c'était ça. Non, si tu es devenu réparateur de vélo à la place, ça se trouve, c'est super, et c'était ça ton truc, quoi, et c'est chouette. Mais, alors, ça n'empêche pas de viser la Lune pour avoir les étoiles. Pour tomber dans les étoiles, évidemment. Mais c'est vrai que ce que tu dis par rapport aussi aux réseaux sociaux et aux images, que certains métiers peuvent être faciles et accessibles et qui font que certaines personnes se trompent peut-être de rêve et donc d'action et qui s'y perdent, quoi, en fait. C'est ça. Mais c'est compliqué de dire à quelqu'un... ça m'est arrivé, moi, quelqu'un qui veut être absolument écrivain, mais j'ai lu et pour moi c'est pas publiable. Qu'est-ce que je suis censé faire? Est-ce que je suis un vrai ami si je lui dis
vas-y, ouais, c'est super, ou est-ce qu'il faut que je lui dise franchement non, ça va pas le faire, et est-ce que c'est ma responsabilité aussi, j'ai pas envie de lui faire du mal moi. Et donc c'est aussi à chacun de se regarder un peu, quoi. Alors parfois une imperfection, parce qu'en plus je dis pas que je prends un exemple, mais si ça se trouve c'est un grand écrivain et moi je l'ai pas reconnu, bon, ça arrive aussi, mais je pense qu'il le sait en fait. Oui, au fond, il sait. Oui. Ce qui lui plaît, c'est pas tellement d'écrire, c'est d'être écrivain, par exemple. Il y a des gens comme ça. Ah, le statut, tu veux dire? Non, mais par exemple, il y a des gens qui veulent être acteurs, mais en fait, c'est pas tellement jouer la comédie, c'est que oui, c'est ça, tout c'est ce qu'il y a statut, autour. Quoi. Ouais. C'est d'être riche, d'être connu dans la rue. Pourquoi pas, hein, mais c'est pas une bonne raison. Ouais, bien sûr. Bon, j'ai une dernière question. On va revenir quand même sur le titre du podcast, Elles agissent. Est-ce que tu as des femmes qui t'inspirent, qui sont dans l'action, dans le réel, comme dans ta littérature, dans tes œuvres, dans ta vie, qui te donnent, qui peuvent te donner envie d'agir, ou en tout cas qui sont pour toi autour de cette notion? Il y a toi déjà qui fait quand même beaucoup dans l'histoire, qui fait des choses tout le temps. C'est gentil. Qui tente des trucs. Ça, c'est hyper beau. Alors moi, je suis entouré de femmes dans mon travail aussi. C'est une éditrice qui m'a édité mon premier roman. Sans doute, sans elle, j'aurais toujours pas édité mon premier roman. Et elle est patronne, elle doit avoir 40 ans. Elle est patronne d'une grande maison d'édition. Elle a toujours eu des portraits dans la presse sur le prodige de l'édition et tout ça, mais parce qu'en fait, elle a commencé par créer sa maison à elle, puis ensuite, elle a géré une autre maison, puis une plus petite, puis une plus grande, puis là, maintenant, elle est patronne d'une grande maison d'édition. Ouais. J'ai ma patronne d'Europe aussi, Constance Binquet, qui est quelqu'un qui est dans la pure action, même littéralement, son corps rayonne de l'action, parce qu'elle bouge beaucoup comme ça. Une hyperactivité des gestes. La prestance mais qui est là. Ça montre en fait une volonté d'agir tout le temps. Et c'est vrai qu'en fait c'est un beau titre de podcast, Elles agissent, parce que ça se voit la manière de faire, d'agir, de l'envie d'agir. En fait, les gens velléitaires comme ça donne. C'est vrai que t'as raison de poser la question de l'inspiration par l'action. Quelqu'un de velléitaire, ça donne pas envie, quoi. Ça ne donne pas d'impulsion par définition, mais c'est vrai que ça se sent physiquement. Ça se transmet aussi, la non-action. Ah oui, j'y ai pas pensé. Ah peut-être, oui. Non, moi justement, j'allais dire, ça me donne envie de tourner les talons et d'aller voir quelqu'un qui fait qui agit. Tu peux peut-être recevoir, ça peut te donner un petit coup de mou pour la journée, ou j'en sais rien, mais effectivement, ça peut transmettre dans le côté négatif. Transmission négative. Ouais. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi. À très bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à le partager, à le commenter, à faire vivre la communauté Elles agissent. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas que des lives sont aussi disponibles sur mon compte Instagram emily.b-sophrologue et que vous pouvez aussi retrouver toutes les informations de l'épisode sur le site du podcast www.ellesagissent.com. À très bientôt.